Hop. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour notre atelier sur comment adapter les flottes automobiles aux contraintes environnementales, notamment dans les ZFE et tout en, bien sûr, répondant aux besoins de mobilité des collaborateurs. Voilà, parfait. Merci Philippe. Ce matin, donc, je suis accompagné de Philippe Lambon, qui est directeur général chez Olson, qui du coup va présenter le sujet. Et juste avant de commencer, je voulais qu'on fasse un petit tour de table rapidement pour que chacun puisse se présenter en 2 mots, nom, prénom et puis l'entreprise à laquelle il appartient. Est-ce que Christine, tu peux commencer peut-être? Je ne nous entends pas, Christine. Pardon, bonjour. Je suis en train voilà, d'être dans un peu, c'est l'agenda en panique ce matin. Bonjour, je suis Christine Valentin, en fait, au réseau La Poste, donc les bureaux de poste, voilà, à la RSE. Merci. Pierre-Antoine Martineau. Oui, bonjour, Pierre-Antoine Martineau. Moi, je suis le responsable des achats pour la France chez Euromaster France. Merci. Laura Viart. Le micro est coupé. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, on voit un écran noir. Ah, ok, ça y bon. est, Maintenant, c'est bon. Donc, bonjour. Moi, je suis chargée de projet RSE pour le groupe Bertrand. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que représente le groupe Bertrand. Rapidement, c'est les enseignes Hippopotamus, Volphonie, Au Bureau, Léon de Bruxelles, les salons de thé Angelina, et puis plusieurs restaurants et grandes brasseries à Paris. Merci. Florence. Oui, donc je suis Florence Jebet-Gouchard, je travaille chez Audiotique Trade Service, c'est le GIE des enseignes optiques 2000, l'ISAC et Audio 2000. Et moi, je m'occupais de la RSE avant, c'est pour ça que je connais le club, et je suis la responsable des services généraux, donc je gère la flotte automobile au sens propre, on va dire, la mobilité des collaborateurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, CAPRE 5, je ne sais pas qui se cache derrière l'acronyme. Bonjour, donc en fait c'est Caroline Pratt et en fait je fais partie du groupe Courir, je suis l'assistante frais généraux et c'est moi qui gère la flotte automobile sur le groupe Courir. Super, merci. Je vous en prie. Alors, Cindy. Bonjour. Non, ok, et voilà. J'arrive pas à activer ma caméra, je pense que... Là. Vous me voyez? Oui, on vous voit. Ah, d'accord. Donc, je suis Cindy, stagiaire au sein du BU Consulting, donc conseil aux flottes automobiles chez Olson. D'accord. Oui. Oui. Super. Sébastien. Et bonjour, Sébastien Le Troadec. Moi, j'ai en charge les achats, la logistique et le transport à Montfournil, qui est en fait l'entreprise dont le réseau commercial est l'Amicaline. Et je suis très intéressé par tout ce qui porte le mot ZFE dans sa phrase. On a des trucs à se dire. Jacquet. Oui, bonjour, Vanessa Jaquette, société Euromaster. Je suis responsable du développement RH, mais je suis en charge de la partie RSE. Ok. Merci. Frédéric Moulin, si tu peux, Frédéric, si tu peux te présenter en deux secondes. Oui, bonjour à tous. Frédéric Moulin, Best Drive, direction de l'innovation et développement de l'organisation. Je m'occupe de plein de sujets, notamment du RSE, vraiment aussi impliqué dans tout ce qui est gestion de flotte et gestion de notre parc de véhicules, notamment tout ce qui est véhicules d'intervention. Merci. Ok, merci. Alors, après, on a Léa. Bonjour, je m'appelle Léa Dufour, stagiaire chargée de mission développement durable RSE HSE chez Liza France et je collabore avec Bruno Dauphin qui malheureusement ne pourra pas être présent aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien.
Maëlle? Bonjour, donc Maëlle Gentil, je travaille chez Saint-Gobain pour l'industrie du vitrage automobile en développement durable et je travaille notamment avec Agathe Lallier pour France Pare-Brise. Et donc, les ZFE sont intéressantes étant donné qu'on a également une flotte automobile. Merci. Okay. Diane? Oui, bonjour à tous, Diane Dewaal, je suis chargée de mission à la Fédération des entreprises du recyclage. Et alors, je ne suis pas sur la partie RSE spécifiquement, mais j'ai énormément d'adhérents qui sont opérateurs dans les entreprises du recyclage qui, en fait, se posent énormément de questions sur l'adaptation de la flotte de camions de collecte, notamment dans les agglomérations, dans les centres-villes. Donc voilà, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions réglementaires à ce sujet. Et savoir comment va être pris en compte justement la collecte sélective, en tout cas dans les villes, au regard des nouvelles réglementations. Voilà, merci beaucoup. Super. Alors, on l'abordera un peu moins aujourd'hui, parce qu'on s'intéressait surtout aux collaborateurs, mais on va parler quand même un peu des ZFE. D'accord, non, mais justement, je suis venue par curiosité, j'ai vu l'événement, je ne sais pas si c'est pertinent, en tout cas, voilà. C'était un peu, non, à mon avis. Il y a quelqu'un qui a son micro branché. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Je crois que c'est Madame Deval. C'est moi qui parle. Ça, c'est vous, oui. Voilà, il y avait un deuxième micro allumé. C'est bon, merci. Voilà, et pour répondre, on va le mois prochain, donc le 8 mars, il y aura la deuxième partie de cet atelier qui là traitera effectivement beaucoup plus des moyens de livraison dans les villes. D'accord, bah à la limite, je pourrais rejoindre le webinaire du mois prochain. Alors, dans ce cas-là, je serais peut-être plus adaptée. OK, bon, bah, c'est super. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, qui est-ce qui reste? Alexandra? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Fort bien. Parfait. Bonjour, Alexandra Guyard, je suis la responsable de la flotte automobile chez Mérieux Nutriscience. Merci. Très bien. Rebecca? Bonjour, je suis responsable service généraux Sandro et j'ai en charge la flotte automobile du groupe SMCP qui comprend donc Sandro, Mage, Claudie Pierlot. Le rêve de ma femme. Très bien. Caroline? Caroline Pratt, je ne sais pas si vous nous entendez. Elle s'est présentée tout à l'heure, je crois. C'était CPR. Oui, tout à fait. J'ai juste modifié mon nom pour que tout le monde s'y retrouve. Pardon. Plus simple en effet, merci. Je vous en prie. Adrien Drouet. Bonjour, Adrien Drouet, je travaille à la supply chain du groupe SMCP, de Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Fursach. Ok. Merci. Maud. Maud, est-ce que tu nous entends? Ton micro est coupé. Bon, Maud ne nous entend pas. Maud est allée se faire un café, c'est normal. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que tout le monde s'est présenté? Non, pas moi. Bonjour Benjamin, Christine, Charles. Ah oui, bonjour Christine. Voilà, j'avais un petit problème de micro au démarrage, mais ça y est, c'est réglé. Donc, bonjour à tous, Christine Schall pour Mobiliance, anciennement CNPA. Voilà, je suis en charge des sujets RSE et nous représentons les professionnels de l'automobile et de la mobilité en général. Enfin voilà, je crois qu'on se connaît un petit peu avec le cabinet Olson. Mais c'est intéressant de suivre un peu les échanges et les débats sur tout cela. Avec grand plaisir. Très bien. Merci. Et bien voilà, Philippe, la parole est à toi maintenant. Eh bien, sans plus tarder. Très rapidement, je vais me présenter. Donc, Philippe Ambon, je travaille chez Olson. Chez Olson, on a deux grandes activités. Une activité de cabinet conseil, mais une activité d'externalisation de gestion des flottes. Donc, j'ai entendu qu'il y avait quelques gens qui géraient un parc auto. C'est mon quotidien aussi, puisque aujourd'hui, nous gérons pas loin de 3000 véhicules en externalisation. Et donc, le métier de gestionnaire de flotte évolue énormément depuis une dizaine d'années. Il a tellement évolué qu'il disparaîtra prochainement pour devenir celui de gestionnaire des mobilités. Et on s'efforce de rester en pointe sur ces sujets. Et puis chez Olson, on a une particularité, c'est qu'il y a maintenant plus de 3 ans qu'on fait des missions sur l'accompagnement de la transition énergétique. C'est la raison d'être de la boîte. Et donc, on a accompagné déjà un grand nombre de groupes
que ce soit sur Paris ou le reste de la France, pour les sujets de transition énergétique de leur parc, pour justement adapter leur outil de mobilité, que ce soit des véhicules utilitaires, des véhicules de service ou des véhicules de fonction. On a pu ainsi accompagner AXA, Wurth, Schneider Electric, Honnête, donc des très gros parcs, mais aussi des parcs de PME de 45 voitures. Et les problématiques sont intéressantes parce que finalement, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui change la problématique autour de cette transition énergétique, c'est les moyens que l'entreprise va se donner sur le sujet. Voilà, assez de parler de moi. Ce que je vous propose, c'est que je vais avancer au fur et à mesure. Benjamin, si tu l'acceptes, je te confie un rôle important, celui d'attraper les questions qui seraient posées sur le chat et de m'interrompre. Comme ça évitera que les micros ne s'ouvrent et ne se referment. Acceptes-tu ce rôle? Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Donc, je vous invite tous, si vous avez des questions à tout moment, à interpeller Benjamin via le chat, qui m'interpellera lui-même pour me dire stop, de manière à prendre les questions au fur et à mesure. Alors, le marché automobile connaît des soubresauts importants depuis quelques mois, mais avant qu'on parle du marché automobile, je voudrais qu'on reparle d'un point qui est important, puisque Carbone 4 vient de sortir une étude qui remet l'église au milieu du village, si on peut dire, puisqu'on parle tout le temps de réchauffement climatique. Vous vous souvenez qu'à l'issue de la COP21, nous nous sommes donné un objectif commun mondial de faire moins 40 par rapport, sur l'empreinte carbone par rapport à 1990. Vous vous souvenez peut-être, le fameux protocole de Kyoto, c'est la COP 3. Et donc COP21, on sort de Paris victorieux, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. Bon, on s'est dit moins 40, c'est-à-dire qu'on n'a tellement rien fait pendant 40 ans, ou pas suffisamment, et avec une croissance mondiale qui fait que chaque année, la marche est plus haute, qu'on augmente chaque fois un peu plus l'objectif, en ne se donnant pas forcément toujours les moyens. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faut être factuel quand on dit « non, mais il y a plein de sujets, pourquoi on tape toujours sur la voiture ?» Le constat, c'est que la mobilité aujourd'hui, qui est un grand acquis et qu'on a aujourd'hui presque dans nos gènes, cette liberté de mouvement est devenue fondamentale. Eh bien, cette voiture et notre manière de nous déplacer en France, c'est la première source d'émissions de CO2. Et à ce titre, eh bien, il y a urgence parce que c'est le sujet sur lequel on peut, si on agit, très rapidement avoir un impact important. Dans cette empreinte, il y a des choses aujourd'hui qui sont intéressantes à regarder puisqu'on a des véhicules qui permettent d'aller vers un mieux, on a des comportements qui permettent d'aller vers un mieux, mais il y a des choses intéressantes. Quand on regarde ce qui est distribué comme véhicule de fonction aujourd'hui, eh bien, vous avez quitté le diesel il y a quelques années où vous êtes en train de le faire vers l'essence, plus 20% de CO2. Vous avez des collaborateurs qui roulaient dans des Mégane et des Clio, et tout d'un coup, tout le monde veut rouler en SUV. Eh bien, le cumul de ça, c'est diesel vers essence, pas loin de 20% de CO2 en plus, parce qu'on a quitté le diesel pour des histoires de santé publique et pas du tout de réchauffement climatique. Et le fait de passer d'un véhicule normal à un véhicule surélevé comme un SUV, c'est entre plus 10 et plus 18% de CO2. Et bien sûr, c'est cumulatif. Donc là où on s'était dit qu'il faut faire moins 40, on a une trajectoire aujourd'hui qui fait que le grammage moyen du parc automobile remonte avec une tendance qui va à l'inverse, on court dans la direction opposée de celle qu'on s'est donnée comme cap. Ça, c'est quand même un point important parce que j'entends encore beaucoup de gens qui n'ont pas conscience que le CO2, si on regarde sur ce prisme-là, uniquement ce prisme-là, quitter le diesel pour l'essence, c'était la direction à surtout pas prendre. On l'a fait pour des histoires de santé publique. Alors, ce sujet, il est éminemment politique et à ce titre, eh bien, finalement, on va avoir un certain nombre de réglementations qui ont été prises pour orienter la trajectoire. En 2018, on a commencé à avoir un premier contexte qui disait aux entreprises en milieu urbain, vous devez travailler à réfléchir à la mobilité de vos collaborateurs pour se rendre sur le site de l'entreprise. Et donc, tous les sites qui avaient plus de 100 salariés devaient travailler à faire un plan de mobilité. Ce plan de mobilité où il n'y avait pas de sanctions. Donc, grosso modo, les opérateurs publics l'ont fait, les grands groupes l'ont fait sur un certain nombre de leurs sites, mais pas de sanctions, moyenne application. En 2019, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, est passée et a ajouté un certain nombre de choses dans cette loi un peu pêle-mêle sur les mobilités, avec à la fois des leviers fiscaux, la mise en place du forfait mobilité durable, qui était à 400 et qui a monté ensuite à 500 €, pour favoriser l'utilisation des mobilités douces ou des mobilités partagées. En gros, c'était le fait de dire, dans les grandes agglomérations où les gens qui habitent pas loin de leur bureau, finalement, on pourrait les aider à financer leur mobilité en vélo.
Et puis, derrière, de travailler aussi à se dire, mais comment derrière on contraint les entreprises à aller vers des véhicules plus vertueux. Et cette contrainte, elle a été mise en place avec 2 éléments. La première, c'est une annonce 20 ans à l'avance pour que l'industrie ait le temps de se préparer, parce que quand on construit une usine, c'est des investissements en milliards d'euros pour construire des voitures, par exemple. Donc, ce n'est pas un Zodiac qu'on fait tourner du jour au lendemain. Donc, il y a une annonce qui est faite 20 ans à l'avance pour que l'industrie automobile ait des échéances qui ont été raccourcies depuis à 2035, je crois, et finalement qui vont de plus en plus vite, puisque c'est l'Europe maintenant qui est en train de mettre le nez dans l'histoire. Et en attendant, eh bien, l'OM a dit aux entreprises, vous devez commencer à renouveler une partie de votre parc chaque année avec des véhicules dits à faible émission, c'est-à-dire des véhicules, pour faire court, électriques ou hybrides rechargeables. Et donc, ces véhicules, vous devez en avoir, si vous avez plus de 100 voitures, 10% de vos renouvellements. Alors, prenons un exemple, vous avez 100 véhicules, vous les renouvelez tous les 4 ans, donc c'est 25 voitures, donc 10%, c'est 2 voitures et demie, on va arrondir à 3, que vous devez renouveler en hybride rechargeable ou en véhicule électrique. Ça paraît très peu, mais c'est cette année, c'est déjà entré en vigueur, puisque c'était il y a 2 ans maintenant. Et donc, hybride rechargeable, la marche est assez peu haute, puisque vous pouvez décider finalement de rouler comme avec un thermique. On verra que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais si vous décidez de mettre des véhicules électriques, tout de suite, ça amène tout le lot de questions de la recharge du véhicule électrique. Et là, c'est finalement une conduite du changement, c'est une gestion de projet qu'il va falloir amorcer. En 2020, on avait un gros changement qui a impacté largement aussi l'industrie automobile, puisqu'on a changé la manière de mesurer les émissions de CO2. En gros, c'est comme si dans la cuisine, vous aviez mis un thermomètre dehors pour mesurer la température. Du jour au lendemain, on passe de Fahrenheit à Celsius ou l'inverse. Et finalement, on mesure toujours une température. C'est la manière de mesurer qui change. Pourquoi ? C'est un effet collatéral du Dieselgate. Mais finalement, on réalise qu'il faut qu'on reprenne et qu'on remette sur la table la manière de mesurer, parce que tout le monde achète des voitures données pour 5 litres au 100. Et quand on gère un parc automobile et qu'on fait le nombre de kilomètres parcourus fois la dépense de carburant dans l'année, on ne retombe jamais sur ces mesures-là. Donc l'idée, c'est de mesurer de manière plus précise les émissions qui sont faites par les véhicules qui sont commercialisés par les constructeurs. Il va y avoir un effort qui va être fait pour que l'opération soit neutre quasi fiscalement pour les contribuables français. Donc le barème va changer en cours d'année, mais ça change pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que derrière, là où auparavant vous aviez une homologation pour un châssis, une typologie de motorisation et une transmission et un moteur, on vous disait grosso modo, c'est Mégane 1,5 litre DCI en boîte manuelle, et derrière, vous pouviez avoir toutes les configurations possibles autour de ces véhicules-là. C'était le même grammage qui avait été homologué pour toutes les déclinaisons. WLTP arrive et dit non, ça change tout. Maintenant, on va mesurer configuration par configuration. Donc, une finition business, c'est telle option et telle option dedans. Ça n'a pas le même poids et donc ça ne va pas avoir la même consommation carburant qu'une finition sport ou qu'une finition luxe. Et à ce titre, eh bien, la charge a explosé sur les constructeurs automobiles pour pouvoir faire homologuer chacune des combinaisons. Si vous avez quelques souvenirs de maths, c'est les combinatoires. Donc, chaque fois qu'on rajoute une option au catalogue, il faut faire réhomologuer toutes les combinatoires possibles de cette option avec le reste du catalogue. Donc, un travail titanesque donné aux constructeurs, mais qui va permettre d'avoir, au moment de l'immatriculation du véhicule, un grammage précis de chacune des voitures. En 2020, on a 7 zones à faible émission qui sont lancées, en plus des 4 existantes, et on a un chantier qui va être initialisé aussi, de manière à pousser toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. C'est les prémices qui arrivent en 2021. Toutes les grandes villes, on leur demande de réfléchir à finalement cette histoire de santé publique. Petit rappel, la France a été poursuivie et condamnée pour inaction sur les problèmes de qualité de l'air. Et c'est à ce titre que les ZFE vont être poussés en avant comme une solution pour permettre de réduire l'impact notamment des particules fines, les PM2,5 et les PM10. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sujet-là, l'OMS fait une étude et dit qu'il y a 500 000 morts en Europe à cause de la qualité de l'air, dont 48 000 en France. Et quand on affine un petit peu, finalement, c'est des morts très silencieuses. C'est-à-dire que vous avez chaque année une campagne d'information sur la sécurité routière, c'est 3 500 morts par an, 48 000 morts, vous n'en entendez jamais parler, mais c'est des morts qui finissent dans les EHPAD, dans les services d'urgence et les réa, c'est les insuffisants respiratoires. Ça ne fait pas une communication visible, quoi. C'est des gens qui sont à des endroits éparses et qui vont s'éteindre un peu plus vite. Et finalement, dans le sujet des particules fines,
malgré le grand progrès qui a été fait par les constructeurs au fil des contraintes des normes Euro, hein, eh bien, finalement, il reste quand même un sujet sur tout le parc roulant avec les anciennes voitures. Et donc, les vignettes critères sont un moyen, petit à petit, d'exclure ces véhicules des centres-villes où on a une concentration trop importante et qui va avoir des effets sur la santé publique. En 2021, vous voyez que la charge est lourde quand même sur les constructeurs. On rentre dans la mise en place des normes CAFE, qui, pareil, avaient été annoncées plus de 10 ans avant aux constructeurs en leur disant « mais on veut mesurer les émissions moyennes des voitures que vous commercialisez, on vous donne des objectifs individualisés qui vous contraignent à des réductions très fortes de vos motorisations en termes d'émissions de CO2 pour essayer d'atteindre nos objectifs de la transition énergétique, en tout cas de la réduction de l'empreinte carbone de l'Union européenne. » Ces amendes, ce n'est pas du tout anodin. Pour vous donner un exemple, c'est 95 € par gramme au-delà de l'objectif. Donc, prenons un objectif théorique, vous avez 100 grammes d'objectif, vous vendez une jolie 3008 essence, boîte automatique, best-seller, qui marche super bien dans les car policy, tout le monde veut rouler en SUV, tout ça on l'a mis en essence pour quitter le diesel, vous êtes à 130, 135 grammes, c'est 35 fois 95 € d'amende pour ce véhicule. Donc le montant, il n'est pas du tout marginal pour un constructeur, c'est des données qui peuvent chiffrer en milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle les constructeurs ont un peu négocié avec Bruxelles, mais ont aussi une accélération très notable des gammes en termes d'électrification, où vous vous retrouvez avec des marques qui avaient juré de leur grand Dieu qu'ils ne feraient que de l'hybride et pas d'électrique, qui sortent de l'électrique. Ceux qui étaient partis tout feu tout flamme dans l'électrique en disant non, non, l'hybride, on n'y croit pas, sortent des hybrides. Et finalement, tout le monde y va de sa solution pour réduire ses émissions de CO2, parce que c'est la priorité qui a été donnée par cette norme aux constructeurs automobiles. En mai 2021, on a la loi climat, alors qui n'est plus en cours de discussion, mais qui visait à promouvoir une transition vers des flottes plus propres, avec l'obligation donc, en plus, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants, de travailler à la mise en place d'une ZFE. Et puis, en 2030, on dit, ben voilà, on va interdire les véhicules de plus de 123 grammes à la vente. En gros, tout véhicule non hybridé devient non commercialisable en France quasiment, puisque 123 grammes, aujourd'hui, vous avez des véhicules qui sont thermiques, mais on se retrouve avec des petites motorisations, et donc les gros modèles, les berlines, les SUV, vont avoir du mal à atteindre ces 123 grammes sans être hybridés, à minima une hybridation légère, c'est-à-dire non rechargeable, mais pour atteindre ces seuils. Et puis, avait été annoncé dans la fiscalité de 2021 l'arrivée d'un malus au poids, là aussi, avec un objectif de dire, mais finalement, ce qui fait les émissions de CO2, ce n'est pas très compliqué, hein, c'est le poids de la voiture et le coefficient de pénétration dans l'air. Et donc, à chaque fois que vous prenez une grosse voiture, ben, plus elle est lourde, plus elle va avoir besoin d'énergie pour se mettre en mobilité. Donc, à partir d'une tonne 8, donc on est déjà sur des grosses voitures. Pour vous donner une idée, un 5008, c'est une tonne 4. Donc, on vise des voitures qui vont au-delà, et c'est plutôt, vous allez retrouver un X5 de chez BMW. Les gros SUV des constructeurs premium sont en général plutôt dans l'œil du cyclone sur cette mesure, avec ce malus au poids qui finalement vient taper au portefeuille des gens qui choisissent de rouler plutôt dans des SUV qui sont encore plus lourds qu'une berline, et avec une fiscalité qui vient s'ajouter au malus et à la mise à la route. Donc, vous voyez qu'on a quand même un rythme d'évolution qui a secoué beaucoup l'industrie automobile, mais qui a secoué énormément finalement les gestionnaires de flotte auto, puisque ça pose pas mal de questions sur la manière dont on va gérer tout ça. L'arrivée de ces ZFE, alors les ZFE, je vous ai remis les vignettes critères. Alors c'est toujours amusant de se dire qu'on a peut-être conçu les gels de notation à l'envers parce qu'on a mis le plus mauvais à 5 et le mieux à 0. Demain, on aura certainement encore des idées pour faire autrement. Je ne sais pas comment on fera une note encore meilleure que 0. Mais en tout cas, le plus mauvais aujourd'hui, c'est critère 5. Et donc, je vous laisse prendre connaissance à droite de la carte, mais vous voyez que les ZFE ont commencé à champignonner un petit peu partout en France. Ce n'est que le début. C'est ce que j'appelle le gruyère, c'est-à-dire que finalement, dans toutes les zones qui sont entourées en rouge, on va devoir gérer les mentales. J'ai une mobilité de toute France, mais est-ce que je rentre dans toute la France? Pas forcément, selon le véhicule que je conduis. Et c'est ça la problématique qui se pose aux entreprises, mais qui se pose de manière assez faible pour le moment, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les grandes zones à faible émission, la plus en pointe, c'est la région parisienne.
On a interdit les critères 4 et 5. Quand on est une entreprise, finalement, on est aujourd'hui, vous financez à 95% vos véhicules en location longue durée, avec donc des contrats d'une durée maximum de 5 ans. Vous voyez qu'on commence à jouer ici avec les véhicules de 2010. Donc, vous êtes finalement assez peu concerné. La question qui se pose, c'est, oui, mais le jour où on interdit le diesel, c'est-à-dire l'euro, le critère 2, comment je fais pour rentrer? Et la ville la plus en pointe pour le sujet, c'est Paris, mais avec cette problématique de se dire, je donne des véhicules de fonction donc, qui ont un usage privé. Le collaborateur qui veut se rendre à Paris pendant ses vacances ou le temps d'un week-end, comment il fait? Alors que le temps de week-end, c'est un peu réglé déjà. Comment marchent les ZFE? J'ai repris celle de Paris, qui est probablement la plus avancée. Alors, le premier point d'abord, c'est de revisualiser ici les limites du Grand Paris. Ce n'est pas Paris intramuros, c'est 88 communes, le Grand Paris. Et ce Grand Paris, je vous ai affiché ici, on voit un petit peu, mais ce qui est important, c'est de regarder les coins qui sont très bleus. C'est les indices de présence de critères 3, 4 et 5, c'est-à-dire tous les véhicules qui sont déjà interdits ou qui vont l'être progressivement. Et ces véhicules-là, on voit que plus on va dans le nord, plus on a des véhicules qui sont concernés, avec aussi une petite tache sur le sud de la zone. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France et le taux de corrélation entre les véhicules les plus vieux, donc les occasions les moins chères, et le taux de richesse, il y a une corrélation mathématique imparable. Et donc, toute la question, c'est l'accompagnement qui est mis en place pour permettre la transition de cette poche de véhicules dont la zone à faible émission ne veut plus, pour accompagner le financement. Donc, il y a un grand nombre de mesures qui ont déjà été faites. On a le bonus. Les régions sont venues rajouter sur l'élément du bonus des moyens de financement. Et puis, on a la prime à la conversion qui peut monter jusqu'à 7 500 €. Mais le point qui est très intéressant, c'est que globalement, on parle beaucoup de primes pour l'accompagnement de la transition des véhicules neufs. Or, la question, ce n'est pas le véhicule neuf, puisque le marché de l'automobile en France, pour un véhicule neuf vendu, vous avez 4-5 véhicules d'occasion qui sont commercialisés chaque année. Quand vous roulez en critères 3, 4 ou 5 aujourd'hui, c'est que vous n'achetez pas un véhicule neuf. Donc, la question, c'est comment on va pouvoir travailler sur le marché de l'occasion. Et finalement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être discutées pour accélérer notamment le marché des locations courte durée, qui produisent du volume de véhicules électriques qu'on peut vendre en seconde main, et donc d'accélérer la vitesse à laquelle les véhicules d'occasion arrivent en électrique sur le marché. Donc aujourd'hui, on dit que vous êtes peu concernés. En revanche, tout à l'heure, on parlait des camions. Les poids lourds les plus polluants, aujourd'hui, c'est interdit 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Donc déjà, là, c'est une contrainte forte. Pour les véhicules professionnels, finalement, c'est les heures de travail sur lesquelles on est bloqué. Un particulier peut toujours se rendre le week-end encore dans Paris intramuros avec un véhicule qui ne serait pas habilité. Petit détail pour les gens qui gèrent un parc auto, l'absence d'une vignette critère à poser sur le pare-brise, c'est 68 €. Le fait de rentrer dans Paris avec la mauvaise vignette alors que vous n'avez plus le droit, c'est 68 € aussi. Donc les amendes commencent à piquer en termes de montant. Le calendrier a été un petit peu revu puisque derrière, l'échéance de juillet 2022 a été repoussée d'un an. Donc c'est janvier 2023, pardonnez-moi, j'ai fait une coquille. Avec la grande question que tout le monde attend, c'est y aura-t-il report de l'échéance du critère 2 en janvier 2024? Je vous rappelle, le critère 2, c'est l'interdiction du diesel. Et en 2030, 100% de véhicules propres, la volonté en tout cas de quitter tous les véhicules qui ne seraient pas critère 0 ou critère 1 dans Paris. Alors, j'ai parlé un petit peu du malus tout à l'heure, mais je voulais vous montrer l'impact que la pente prend chaque année. Le malus écologique, vous vous souvenez, on est sous la présidence Sarkozy, le ministre Borloo lance le Grenelle de l'environnement et à l'issue de ce dernier, on va avoir une initiative avec un schéma de bonus-malus qui est lancé, puisque la France, quand on fait la photographie du parc automobile français, est assez en retard sur le grammage moyen comparé aux autres pays de l'Union européenne. Et donc l'idée, ça va être de flécher en mettant une carotte d'un côté, un bâton de l'autre, pour dire aux Français, regardez, faites ce que vous voulez, mais ça vous coûtera un peu plus cher si vous prenez des véhicules grammés et ça vous coûtera un peu moins cher si vous prenez des véhicules vertueux. La première année, le schéma marche tellement bien qu'il est victime de son succès, il est totalement déséquilibré. Et très rapidement, on va passer sur un schéma de malus-malus où on ne va primer que les véhicules électrifiés et avec une courbe qui se pontifie chaque année.
Courbe qui a été modifiée largement par le ministre Le Maire en 2020, puisqu'on a eu un déplafonnement du malus qui était limité, excusez-moi, qui était limité à 10 000 et qui a été déplafonné en 2020, il est passé à 20 000, 30 000, 40 et il sera déplafonné à 50 000 euros. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé dans le projet de loi de finances et pour le moment, ils s'y tiennent, pour les véhicules les plus grammés. Alors, à nouveau, les véhicules entre 170 grammes et 226 grammes, je crois que c'est 15 000 à 20 000 unités vendues en France. Ce n'est pas le sujet des flottes d'entreprises qui, globalement, sont plutôt dans des grammages à moins de 150 grammes. On voit que la finalité de nous orienter vers des véhicules moins grammés est quand même suivie. Mais 150 grammes avec un SUV en motorisation essence, c'est quand même quelque chose qu'on peut atteindre assez facilement. Et cette fiscalité, elle augmente. Et elle augmente, et à droite, j'ai voulu vous montrer l'impact du malus au poids, puisque là, vous retrouvez la courbe du bonus seul, mais j'ai tracé ici le cumul que représente le malus plus le nouveau malus au poids pour un véhicule d'1,9 tonne, c'est-à-dire 100 kg au-dessus des 1800 kg autorisés, 2 tonnes et 2 tonnes 100. Vous voyez qu'ici, vous choisissez un véhicule assez vertueux, mais vous mettez 140 grammes, mais vous prenez un châssis très lourd. Vous avez 310 € de malus lié au CO2 et vous prenez 1 000 €, 2 000 € ou 3 000 € de malus, qui sont donc une contribution forte. Alors, ce grammage avec ce poids de véhicule est peu probable. En revanche, quand vous allez commencer à regarder des véhicules un peu plus grammés, au-dessus de 160 grammes, déjà, on voit que le malus il atteint 2 000 €. Donc, 20 grammes d'écart, c'est important. Et derrière, vous avez l'impact du poids qui vient potentiellement doubler le montant de votre malus. Donc ça, c'est un élément hyper important parce que ça pose la question du SUV dans les flottes d'entreprises. Et aujourd'hui, certaines entreprises toutes les entreprises sont écartelées entre ce que veulent les conducteurs, les collaborateurs, et donc ce que les RH veulent attribuer comme véhicule de fonction pour rendre attractive l'entreprise. Et de l'autre côté, des objectifs de CO2 de réduction. Et n'oublions pas la taxe sur les véhicules de société qui, elle, est une taxe annuelle, qui chaque année se quantifie aussi. Et donc, si vous venez taquiner une courbe à 160 grammes, dites-vous que la fiscalité de l'année qui vient, elle est peut-être encore acceptable. Mais si vous gardez le véhicule 4 ans, chaque année, cette fiscalité se durcit et de manière importante puisque c'est une courbe exponentielle. Donc, on essaie de toujours viser d'avoir une marge de manœuvre entre le grammage qu'on prend et le grammage sur lequel le véhicule sera impacté dans 3-4 ans. Donc aujourd'hui, finalement, les petits châssis sont peu impactés, mais les gros SUV sont les premiers ciblés. Et finalement, ce sont principalement les marques premium, donc assez peu les marques françaises. Mais un DS7 commence en effet à avoir ici quelques difficultés. Je ne vous parle pas des marques allemandes ou nordiques. Alors, les contraintes que vous rencontrez, elles sont de différents ordres. Finalement, un objectif de réduction de CO2, on a pas mal de gens qui se sont présentés en disant je travaille sur la RSE, et donc aujourd'hui, on voit que les grands groupes sont assez concernés. Interdiction de rouler en diesel. Et là, le fameux Emmental, la ville de Paris qui fait des annonces à janvier 2024, mais janvier 2025, Grenoble et Strasbourg, et puis pas mal de villes qui sont en train d'annoncer leur calendrier, Lyon 2026. Avec cette particularité, c'est que c'est très compliqué à gérer parce que pas centralisé, mais pour une fois, on fait de la décentralisation. Et donc, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir une vision d'ensemble de où, quand et quoi. Quand je vais avoir une zone qui démarre, dans quelle ville et qu'est-ce qui sera interdit d'accès. Et finalement, le manque de visibilité globale fait qu'il faut raisonner en ayant une approche soit systémique et en disant je quitte tout et je fais un Big Bang, compliqué, soit en étant dans la mesure et en se disant ok, je vais commencer à faire en sorte que je maintienne un maximum de mobilité et en étant opportuniste pour regarder comment évoluent les zones et comment évoluent les besoins en mobilité de l'entreprise. Mettre des véhicules électrifiés, ça va poser des questions de bornes, de recharge au domicile, de recharge en itinérance. On a des nouvelles mesures qui viennent augmenter la fiscalité des véhicules particuliers, donc tous les véhicules qui composent vos flottes qui ne sont pas des utilitaires ou des véhicules de société des 2 places. Et ça, chaque année, ça se quantifie.
Et puis, ça, c'est nouveau, des collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail et avec des missions RH qu'on a fait pour accompagner des entreprises, nous, avec des entreprises qui nous disent, mais on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ont dit, tu peux avoir une voiture, et qui nous disent, non, mais la voiture, ça pollue, j'habite dans Paris intramuros, c'est ingarable, ça va me coûter cher pour prendre un parking. Si je ne la prends pas, vous proposez quoi à la place? Et le à la place, aujourd'hui, la voiture qui pollue le moins, c'est la voiture qu'on n'a pas mise à la route quand même. Donc, quand il y a un vrai besoin de mobilité avéré, il n'y a pas le choix. Mais quand quelqu'un exprime le fait qu'il n'a pas besoin de cette mobilité, c'est quand même un pouce au crime écologique de dire « je vais te donner une voiture alors que tu n'as pas de besoin ». Et finalement, les entreprises sont restées dans un schéma qui est un schéma un peu 20e siècle. Passons au 21e siècle où on adapte le besoin de mobilité. Et d'ailleurs, si vous regardez, tout le monde ne parle plus que d'usage de la mobilité. On voit même des initiatives intéressantes des constructeurs qui commencent à proposer de la flexibilité dans les leasings des voitures. Seat a lancé ça, le groupe VAG est en train de lancer les choses. Ils sont tous en train d'acheter des entreprises de location de courte, de moyenne, de longue durée pour pouvoir se positionner demain avec une offre, une palette à la carte pour dire mais votre mobilité, elle bouge dans le temps. Et bien, les collaborateurs ont des attentes aussi. Et puis certains disent mais de la même manière, j'ai croisé moi un certain nombre de clients, y compris des membres de Codir, qui arrivent et qui disent mais en fait, on a déjà une deuxième voiture dans le ménage. Plutôt que la grosse bagnole, je préférerais avoir un tout petit machin parce que je viens tout seul dans la voiture tous les matins, qui se gare facilement quand j'ai besoin de sortir pour aller dîner chez les copains. Mais d'un côté, ça fait partie de mon package. J'ai une voiture qui vaut 12 000 €. Si je prends la toute petite voiture, vous mettez quoi au bout pour compléter? Parce que sinon, c'est quelque part m'asseoir sur une partie de ma rémunération. Et ça, c'est des réflexes qui sont encore compliqués à piloter parce que la mesure du coût du véhicule est très difficile à établir et beaucoup d'entreprises le font de manière très approximative. Et quand on fait un audit, on réalise que quand on leur présente le coût complet parce que les coûts sont saupoudrés, c'est facile de relever les compteurs à la compta et de dire on a dépensé combien. Mais il faut rajouter à ça toute la fiscalité et finalement, la fiscalité, elle est saupoudrée à plusieurs endroits. Vous avez du malus à un moment donné, vous avez de la TVS chaque année, vous avez un impact compliqué à calculer, mais qui sont les impacts sur le résultat, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, sur les amortissements non déductibles, et puis vous avez l'impact sur les charges patronales versées au titre des avantages en nature. Et finalement, ça, c'est saupoudré à plusieurs endroits dans l'entreprise. Donc, reconstituer le TCO, ce n'est pas une chose si simple que ça. Le dernier point, c'est que derrière, certains sont tentés de dire on ne va rien changer, on attendra et on verra. Mais le coût du diesel, dans les 4-5 dernières années, on a une tendance haussière de pas loin de 20%. Comment expliquer cette hausse? Elle est liée au fait que d'abord, chaque année, un véhicule automobile, une voiture, augmente 2 à 3 fois dans l'année. Les constructeurs passent au moins 2 hausses de prix par an. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un impact important, c'est que les voitures que vous financez aujourd'hui sont majoritairement, comme je le disais précédemment, en location longue durée. Quand un loueur prend le risque sur la valeur résiduelle, sur la valeur de revente des voitures que vous leur avez confiées, que vous leur avez louées, finalement, c'est eux qui vont devoir revendre dans 3-4 ans ce véhicule. Quand vous retirez du marché de l'occasion tous les Parisiens, c'est 7 millions de gens qui se retirent du marché de l'occasion du diesel. Et là, sans être un grand économiste, c'est l'offre et la demande. Et donc, les loueurs se disent, si j'ai 7 millions de Français qui se retirent du marché de l'occasion à Paris, et puis on va rajouter ensuite Grenoble, Strasbourg, j'ai de moins en moins de gens qui sont potentiellement susceptibles d'être intéressés par un produit diesel. Donc, je vais commencer à tailler dans les valeurs résiduelles. Et la baisse des valeurs résiduelles sur les diesels, elle est continue depuis des années, en anticipation de la chute du marché de l'occasion sur ces véhicules-là. Donc, sans rien faire, vous avez déjà une hausse des coûts. Hausse des coûts qui fait que petit à petit, le diesel essence, le match est quasiment équivalent, à part sur les gros rouleurs. Et ça, c'est une équation qui est intéressante à regarder parce que finalement, le surcoût du parc, il est déjà là. Alors, je vous annonce en plus de ça que 2022, vous avez une hausse des coûts de 5 à 10% minimum à entrevoir, puisqu'on a eu 3 grands constructeurs qui ont revu largement les grilles de remise qu'ils accordaient à leurs clients grand compte, avec des diminutions des remises qui vous étaient accordées de l'ordre de 6 à 10%. Donc, quand vous avez 6% de remise en moins sur un véhicule, vous augmentez le financement, donc vous payez des taux d'intérêt sur le financement en plus. Donc, l'impact sur le parc automobile, il est majeur. Bref, des perspectives quand même compliquées à gérer. Et pour éviter une hausse des coûts importante, il va falloir travailler à identifier aussi comment travailler la mobilité avec le fait de devoir investir pour préparer les infrastructures de recharge, rester attractif pour des collaborateurs qui demandent des SUV.
et respecter la réglementation, les demandes des clients, parce qu'on a des clients qui commencent à imposer, notamment des opérateurs publics, qui disent vous pouvez venir réparer mes chaudières, mes ascenseurs, mes bâtiments, mais vous devez venir avec des véhicules à faible émission. Et là, ce n'est plus des contraintes collaborateurs, c'est des contraintes utilitaires qui commencent à peser aussi. L'équation paraît insoluble, rassurez-vous, il y a des clés. Alors, on a parlé des ZFE, mais finalement, pour répondre à ça, on a une palette de motorisation, d'énergie, et on a un certain nombre de solutions qui existent déjà depuis un moment, et puis des nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Historiquement, vous aviez diesel essence, le gaz naturel de ville, le GPL, gaz pétrolier liquéfié, et le 85, connu aussi sous le nom de biocarburant. Donc tout ça, ce sont les motorisations thermiques classiques. Quand on regarde l'offre des véhicules, aujourd'hui, vous avez pléthore de moteurs diesel. Il faudra bientôt que j'enlève un petit plus ici, puisque derrière, pour dépolluer un diesel, vous avez grosso modo l'écart de prix entre un essence et un diesel. C'est simplement qu'on doit rajouter tellement d'équipements anti-pollution sur un diesel que c'est un budget d'environ 2 500 €. Et donc, les constructeurs sont en train d'arrêter de proposer les motorisations diesel sur les tout petits modèles, les ultra citadines, parce que sur une Twingo qui vaut 10 000 €, rajouter 2 500 € d'équipement anti-pollution, c'est une aberration économique, ça ne se vend plus, ça devient trop cher, c'est dissuasif. Et donc, les tout petits modèles sont en train d'être retirés du marché diesel. L'essence, vous retrouvez aujourd'hui quasiment tous les véhicules proposés dans cette motorisation-là. Le GNV, on n'a quasiment pas d'offres proposées en France. Le GPL, ça reste confidentiel. Le 85 aussi, mais avec une particularité, c'est que finalement aujourd'hui, je parle tout le temps des loueurs, mais en modèle, en première monte, on a assez peu de modèles qui sont proposés. La pose du boîtier était ce qui posait problème. Pourquoi? Parce que comme vous louez le propriétaire du véhicule, quand il récupère son véhicule à la fin, il a envie d'avoir un véhicule qui soit à l'identique de ce qu'il a acheté, et vous n'avez pas le droit de le modifier. Certains loueurs commencent à proposer de financer la transformation d'un véhicule en véhicule compatible FlexFuel. Et ce boîtier-là, eh bien, le fait d'avoir des loueurs qui vous ouvrent le fait de dire vous prenez n'importe quelle voiture essence et on finance la transformation du véhicule et on le revendra en tant que tel, eh bien, ouvre des perspectives à pouvoir bouger sur cette énergie. PHEV, petit rappel, plug-in hybride electric vehicle, donc hybride rechargeable. La gamme s'élargit de plus en plus, autrefois réservée plutôt aux véhicules premium et aux véhicules haut de gamme. On voit aujourd'hui fleurir dans toutes les gammes de véhicules des hybrides rechargeables, y compris sur les petits châssis. Véhicules électriques, on avait deux modèles. On avait Zoé pour l'entrée de gamme, on avait Kangoo Z2 pour l'utilitaire, et puis on avait Tesla Model 3. Ça ne fait pas beaucoup de modèles. Force est de constater que dans les 12 derniers mois, l'offre s'est largement étoffée et qu'il nous reste aujourd'hui un petit trou au milieu du marché qui sont les compacts, l'équivalent d'une Golf, d'une Mégane ou d'une 308, et que Mégane électrique arrive cette année, 308 électrique arrive l'année prochaine. Donc les constructeurs français nous sortent des modèles, quand on veut rouler français, qui vont arriver prochainement sur ces segments-là et qui vont amener une autonomie qui permettra de répondre à pas mal de besoins de mobilité, notamment des flottes commerciales. Hydrogène, je l'ai mis pour la forme. Vous avez deux modèles de véhicules distribués aujourd'hui en France en hydrogène, chez Toyota notamment avec la Mirai et puis chez Hyundai avec la Ioniq. On est sur des véhicules qui commencent à jouer à 70 000 € la pièce. Un réseau de recharge, j'entends tout le temps les gens dire mais il n'y a pas assez de prise pour recharger des électriques. Parlez-moi de l'hydrogène. Donc l'hydrogène est assez intéressant, mais à moyen terme, le marché n'est pas prêt. L'offre des constructeurs est quasiment absente, à quelques rares exceptions près, et le réseau de recharge totalement absent sur le territoire pour garder une mobilité nationale. Ça va donc le cantonner. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a quittés, mais qui parlait des camions poubelles. Eh bien, un petit peu comme le gaz naturel de ville, à des flottes captives. Si vous avez des bus, si vous avez des véhicules qui reviennent tous les soirs sur une base arrière ou plusieurs fois par jour, et que vous avez votre propre station de recharge, alors oui, l'hydrogène pourrait être une alternative. Mais sachez juste que pour vous construire votre station-service à hydrogène, vous devrez d'abord sortir un ticket de plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir mettre en place la station de recharge. Donc les budgets sont quand même assez élevés. Impact CO2, le diesel émet un peu moins que l'essence, qui est le pire. Gaz naturel de ville, GPL en émettent un peu moins. E85 pose une vraie question, puisqu'il y a eu toute une polémique à la sortie de ces véhicules en disant « Ah bah oui, mais si c'est pour
émettent moins de CO2, mais qu'on supprime des terres arables qui sont transformées pour faire de l'essence, merci pour la planète. Alors, les choses ont beaucoup changé depuis, puisque aujourd'hui, en France et en Europe principalement, vous allez avoir en effet plutôt des produits secondaires de la transformation agricole qui vont être utilisés pour faire justement cette méthanisation, cette transformation en E85. Pour autant, l'origine du carburant que vous allez utiliser, est-ce qu'elle est toujours maîtrisée? Quelle est l'empreinte complète? On peut regarder au pot du véhicule, mais si on regarde le cycle complet, c'est vrai que l'idée d'avoir utilisé un piège à carbone qu'on va réémettre, il y a eu quand même piégeage du carbone au départ. Mais les études sont contradictoires pour le moment, donc je ne me prononcerai pas. Le PHEV, donc l'hybride rechargeable, on l'a mis nous entre deux. Pourquoi entre plus et 3-? Eh bien, c'est que derrière, vous avez des gens qui, notamment dans les flottes d'entreprise, quand vous décidez d'acheter à titre particulier un hybride rechargeable, vous allez dépenser 7 à 10 000 € de plus que le même moteur en thermique pure. Pourquoi je prends un 3008 hybride rechargeable plutôt qu'un 3008 essence alors qu'il me coûte beaucoup plus cher? Parce que j'ai l'espoir d'abord, je vais payer un bonus, je vais toucher un bonus au lieu de payer un malus, mais surtout j'ai l'espoir de réduire ma consommation de carburant. Et donc à titre particulier, vous allez brancher votre véhicule. Dans une flotte d'entreprise, on a quelques gestionnaires qui vont sourire, mais vous avez 3 populations, ceux qu'on n'entend pas, ceux que j'appelle affectueusement les boy scouts, c'est-à-dire qu'ils vous rendent la voiture quasiment aussi propre que le jour où on leur a livré la voiture, il n'y a pas une bune dessus, donc c'est les collaborateurs qu'on préfère quand on gère un parc auto. Et puis vous avez les gangsters, ceux qui vous rendent la voiture bugnée, à l'intérieur c'est infâme, la voiture est immonde, ça sent le tabac. Et ce sont les mêmes qui, finalement, vont avoir des comportements routiers en général. Ils collectionnent les amendes. On en a dans toutes les flottes. Et donc, ces collaborateurs, quand vous allez leur donner un hybride rechargeable, eux, ils vont voir qu'elle a pris 50 chevaux de plus en puissance. Donc, elle ne sera jamais rechargée électriquement. En revanche, elle va avoir un bilan CO2 qui fait qu'on a rajouté 300 kg d'équipement sur un véhicule par rapport à son équivalent thermique pour mettre une batterie et une motorisation électrique, qui va faire vroom vroom un peu plus quand on va accélérer, mais qui derrière va avoir une consommation carburant qui va exploser. Et quand je dis exploser, l'association TNI, qui est une association pan-européenne, a fait des études et a fait des mesures sur des véhicules. C'est entre 2 et 11 fois les valeurs annoncées par les constructeurs. Alors attention, les valeurs annoncées par le constructeur, c'est 2 litres au 100 sur un hybride rechargeable. Donc 2 fois, ça fait 4 litres, ça reste pas mal. Par contre, si c'est 11 fois 2 litres, c'est 22 litres au 100, c'est plus du tout la même histoire. Et donc, c'est une des raisons qui explique aujourd'hui que comme c'est très compliqué de maîtriser comment les collaborateurs vont se comporter avec un véhicule. 2, qu'en France, un véhicule de fonction est considéré comme un outil de travail et à ce titre, l'entreprise ne peut pas avoir de sanctions financières sur la dégradation, sur le non-respect du bon usage d'un outil de travail auprès d'un collaborateur. Bien, donner un véhicule hybride rechargeable, beaucoup d'entreprises nous disent on a fait la transition, on a mis des hybrides rechargeables et on leur dit attendez de la mesure, mais vous allez être surpris parce qu'à la fin de l'année, vous avez une équation avec des bonus qui vous paraissent très intéressants et une fiscalité très légère, mais s'il n'y a pas un contrôle très fin du suivi de la bonne utilisation de vos véhicules hybrides rechargeables, si vous ne vous êtes pas assuré que tout le monde a une prise à la maison pour recharger, que les gens jouent le jeu, roulent leurs 40 km/h avec le véhicule hybride rechargeable, eh bien, le bilan de la consommation carburant va être épouvantable et pourrait dépasser le coût d'un véhicule thermique simple. Et là, tout d'un coup, il y a stupéfaction et constatation chez un certain nombre de flottes qui ont décidé de retirer les hybrides rechargeables après avoir fait une expérimentation. C'est-à-dire qu'en général, on commence, puisque les hybrides rechargeables étaient dispo sur les gros véhicules, c'est le CODIR qui en avait. Donc on ne regarde pas trop, c'est le CODIR. Et puis quand on commence à déployer intensivement, on réalise que ce véhicule, comme un électrique, il a des contraintes et que si on ne respecte pas les contraintes, il offre la flexibilité, donc c'est confortable, on n'est pas obligé de changer ses habitudes, mais beaucoup ne vont pas changer leurs habitudes. Et ne pas les changer, dans ce cas-là, ce véhicule, eh bien, finalement, il est bien moins vertueux que son homologue purement thermique. Donc ça, c'est un propos qu'il faut entendre et qu'il faut mesurer pour choisir quelle solution vous allez retenir après. Infrastructure de recharge, pardon, excusez-moi. Infrastructure de recharge, évidemment, vous avez des stations-service partout en France. Vous n'avez pas une seule station de GNV en accès public, donc il faut avoir la sienne. GPL, on a plus de 1000 points de recharge qui permettent de faire un trajet sur toute la France, mais toutes les stations ne sont pas équipées. E85, on le retrouve de manière assez commune, mais pas partout.
Hybride rechargeable, vous rechargez avec de l'essence, donc vous avez la capacité à vous recharger en itinérance absolument partout. Est-ce que c'est vertueux? Pas toujours. Électrique, je reviendrai dessus un petit peu, mais le réseau est en train d'augmenter. Je rappelle qu'un véhicule électrique doit être rechargé à son point de retour quotidien. Donc, on dit tout le temps qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge. Je vous invite tous individuellement, à chaque fois que vous arrêtez sur une station de service où il y a des bornes de recharge, à regarder le nombre de bornes vides. Vous serez effaré de constater qu'elles sont vides à 80% du temps et qu'elles sont rarement toutes en fonctionnement. Donc, en dehors des grands pics de départ en vacances, sur lesquels il y aura des interrogations légitimes, le réseau aujourd'hui de bornes de recharge est en train d'exploser à grande vitesse. Vous avez des bornes de recharge rapides et vous avez des bornes 7 kg. Moi, j'ai des bureaux en Normandie, en Seine-Maritime. Tous les villages de Seine-Maritime ont une borne de recharge. Tous. Elles sont tout le temps vides. Donc, on a peur du changement. Et donc, la peur de la borne reste un élément qu'on entend tout le temps. Est-ce qu'il est légitime? Oui, pendant les grands départs. Le reste de l'année, pour vos commerciaux qui vont visiter des clients, je vous défie de me prouver que toutes les bornes sont vides. Alors après, il y a une question sur la performance du réseau. Mais vous avez Ionity qui est en train de déployer partout. Total qui a annoncé que d'ici 1 an et demi, le territoire serait couvert avec une station Total tous les 150 km en charge rapide. Tesla est en train d'ouvrir son réseau de superchargeurs qui est le plus développé d'Europe. Donc, vous avez partout de l'investissement sur ces stations de recharge. Et regardez et constatez, vous verrez que pour le moment, elles sont en sous-utilisation. On est plus en surcapacité sur beaucoup d'endroits. Maintenant, ce qui est toujours pareil, c'est la gestion des pics. Et à nouveau, on est pollué par une image de faire le plein. Vous avez un véhicule électrique, vous ne faites pas le plein, vous faites le complément pour avoir le roulage, pour vous amener à destination où vous ferez le plein. Et donc, on ne passe pas 4 heures à recharger son véhicule électrique. Quand vous avez une borne de recharge rapide, vous vous arrêtez 15, 20, éventuellement 30 minutes pour remettre 200, 250 km d'autonomie jusqu'à votre arrivée ou jusqu'à la prochaine station de recharge rapide. On a parlé de l'E85 avec les terres arables. Le GPL, bon, très rapidement, mais il a été torpillé en effet à son lancement par les histoires de véhicules qui explosaient et ça a laissé une image qui a tué malheureusement le produit. Après, GPL, gaz pétrolier liquéfié, dans une transition énergétique, on reste sur une énergie carbonée. J'avais une petite question sur la slide précédente. Est-ce que tu as des liens vers des études qui expliquent un petit peu plus ce que tu présentais sur les contraintes liées à l'explosion un petit peu des dépenses en carburant pour les véhicules hybrides rechargeables? Alors, des études, nous, on en produit, mais ce n'est pas très compliqué. En fait, vous prenez la recharge d'un véhicule électrique hybride rechargeable. On peut faire des calculs de coin de table, c'est très rapide. Les mesures qu'on a pu faire sur ces véhicules-là, quand vous prenez les statistiques du constructeur, 2 litres au 100, on a extrapolé, ça revient à un roulage aux alentours de 33% en WLTP du roulage qui est fait en électrique pure. Mais on peut aussi partir du simple fait qu'un véhicule hybride rechargeable, il a une autonomie annoncée de 50 km. Dans la vraie vie, on est plutôt à 40 km parce que vous allez être un peu en urbain, un peu en extra-urbain. Donc, pour qu'il soit bonusable, il faut qu'il ait 50 km en test. Mais dans la vraie vie, on est plutôt à 40. Vous travaillez 200 jours par an. Donc, 200 jours, vous jouez le jeu tous les jours. 200 fois 40 km en électrique, vous faites 8000 km en full élec. Tout ce qui va dépasser, ça va être sur le moteur thermique. Donc, un véhicule qui fait 30 000 bornes par an, 30 000 km par an, 8 000 en électrique, il me reste 22 000 km qui vont être en moteur thermique. Vous avez ralourdi le véhicule de 300 kg, donc vous prenez l'homologue en pure thermique et vous rajoutez entre 25 et 40% de consommation quand vous allez être sur le moteur du véhicule qui n'a plus d'électricité mais qui tourne sur son moteur thermique pur. Et de cette manière-là, vous pouvez déjà faire une estimation de la consommation. Vous êtes très surpris, et je vais vous montrer tout à l'heure, on a fait quelques calculs sur ce que va donner un véhicule qui va rouler en pur élec versus un véhicule qui va rouler sur principalement son moteur thermique sans utiliser le moteur électrique. Donc, j'ai quelques chiffres que je vous présenterai. Après, c'est une étude qu'on a fait nous chez Olson, mais de manière assez empirique, vous pouvez vous amuser. Vous louez un hybride rechargeable chez un loueur courte durée,
et puis vous faites 100 km sur le moteur thermique pur, vous faites 40 sur le moteur électrique et ensuite en thermique pur, vous allez constater qu'en effet, il y a un écart assez conséquent. Donc, cet hybride rechargeable, et vous allez voir, c'est le mot usage qui va revenir à la fin de la présentation, il peut être adapté, mais pour des gens qui vont plutôt avoir des trajets quotidiens pour aller du bureau à la maison et qui ne font pas 5000 bornes à titre privé sur autoroute toute l'année. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, j'accorde un véhicule de fonction avec un usage privé. Comment il est utilisé, je ne le sais pas. J'ai une adresse postale pour mon collaborateur, mais derrière cette adresse, est-ce qu'il y a un pavillon, un immeuble avec parking, sans parking? Je n'ai pas cette info non plus. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre une borne? Est-ce que le collaborateur est discipliné ou pas? C'est beaucoup de variables qui font qu'aujourd'hui, le mix d'utilisation en électrique ou en thermique pure, il est non prédictif pour une entreprise. Et c'est cette part de risque qui fait que c'est la roulette russe. Vous allez avoir des collaborateurs qui vont avoir un bilan positif et d'autres un bilan catastrophique. Est-ce que vous êtes là pour spéculer sur l'empreinte carbone et le coût de détention de votre flotte automobile? Beaucoup d'entreprises disent « stop, on arrête, on veut des certitudes, en tout cas moins de risques qu'avec l'hybride rechargeable ». Quelques éléments pour vous remettre en perspective, et j'ajoute ici un nouveau type de véhicule, de motorisation dont on va parler. Donc diesel, qui reste aujourd'hui la seule alternative pour les très gros rouleurs, plus de 50 000 km par an. Le budget du carburant en essence fait que derrière, le diesel reste compétitif, mais des restrictions de circulation que j'ai mis en orange-rouge parce qu'elles vont commencer à devenir de plus en plus prégnantes. Beaucoup de modèles en utilitaire, mais c'est quelque chose qui va bouger maintenant au fur et à mesure que les ZFE vont entrer en vigueur. Je vous rappelle qu'un utilitaire n'est pas assujetti à aucune taxe. Et donc, à ce titre, vous n'avez pas de taxe d'un côté qui renchérissent le coût d'un véhicule particulier en thermique, mais en plus de ça, vous avez un carburant qui est beaucoup moins cher et on en consomme 20% moins en diesel qu'en essence. La hausse des coûts qui est inéluctable, que j'évoquais tout à l'heure, et puis l'empreinte CO2 et les NOx, donc les dioxydes d'azote et les particules fines, les PM, qui sont les éléments qui font que petit à petit, on veut les chasser des centres-villes. L'essence, l'essence, c'est super, hein, c'est l'alternative pour ne rien changer et continuer à avoir une empreinte carbone importante. Donc, vous pouvez courir vers l'essence, vous êtes tranquille, ne changez rien. On a juste un sujet de réchauffement climatique, mais c'est confortable. Maintenant, c'est moins onéreux à l'achat et à l'entretien, mais vous avez des collaborateurs qui doivent passer beaucoup plus souvent à la pompe et ne sous-estimez pas l'impact que toute petite perturbation d'utilisation d'un véhicule a auprès des collaborateurs. La flotte automobile, je forme des gens au métier de gestionnaire de flotte. Je commence toujours en préliminaire en disant, mais la flotte auto, du bureau de l'accueil jusqu'au bureau du président, tout le monde a un avis sur les voitures. Et finalement, le fait de devoir s'arrêter tous les 400 km, et puis si vos entreprises ne donnent pas un usage de la carte carburant le week-end et les jours fériés, les collaborateurs ils vont aussi voir que ça coûte 10 centimes de plus à la pompe et qu'on fait le plein beaucoup plus souvent en essence. Donc, ils vont râler. Donc, il y a un sujet quand même de passage de diesel à l'essence. C'est le carburant le plus coûteux et c'est l'empreinte carbone la pire. C'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup d'entreprises persuadées, après avoir regardé le JT de TF1, qu'avoir quitté le diesel, qui était la pire des abominations et en passant en essence, ils avaient fait quelque chose de super bien. Non, ils ont répondu à une problématique de santé publique. Ils n'ont pas fait du tout quelque chose de bien pour le réchauffement climatique. Ils ont augmenté de 10 à 20% leur empreinte carbone. Je vous rappelle qu'on s'est donné l'objectif de moins 40. Il y a une chose, excusez-moi, je fais des allers-retours avec ma souris par moment. Il y a une chose assez intéressante, c'est les hybridations dites légères, mild. C'est Toyota qui avait inventé ça avec sa Prius, qu'on retrouve aujourd'hui sur toute sa gamme, Auris, Yaris, fabriqué en France, et qui est hyper intéressant pour les rouleurs urbains. C'est-à-dire que globalement, c'est des véhicules qui sortent avec le TCO le plus bas, le TCO, hein, en bon français, coût complet de détention. Finalement, les véhicules qui vont être équipés de ces technos, c'est un postulat tout simple et qu'on peut comprendre sans être ingénieur. Quand vous êtes en vélo et que vous êtes arrêté au feu rouge, le moment où vous dépensez le plus d'énergie, c'est pour passer de 0 à 10 km/h parce qu'il faut se mettre en mouvement. Et l'idée géniale de Toyota, c'est de dire on va mettre une toute petite batterie, un petit moteur électrique et on va faire de 0 à 10 km/h, aller même jusqu'à 30, on va donner un coup de boost pour démarrer la voiture et ne pas solliciter le moteur thermique. Et votre moteur thermique, quand vous étiez au démarrage, c'est la même histoire pour passer de 0 à 10 km/h. C'est là où vous aviez des pics de conso en milieu urbain. Et c'est d'ailleurs quand, dans l'ancienne norme d'homologation, on avait la consommation en autoroute, en mixte et en urbain.
Et en urbain, elle était beaucoup plus élevée puisqu'on passe son temps à s'arrêter à des stops et des feux rouges. Ce véhicule-là, aujourd'hui, on constate que pour les petits rouleurs, pour les gens qui vont travailler surtout en milieu urbain, c'est pas le meilleur des mondes en termes d'empreinte carbone, mais c'est mieux disant par rapport à de l'essence pure. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que certaines marques qui n'étaient jamais allées vers ce type de véhicule commencent à sortir des hybridations légères qui permettent de ne rien changer, mais de réduire quand même l'empreinte CO2 des véhicules. La gamme est restreinte, mais même Renault vient de sortir son Arcana avec une hybridation légère qui permet justement de réduire l'empreinte carbone et la consommation du véhicule, notamment au démarrage. GPLE 85, des carburants peu coûteux. Attention, les financeurs sont parfois frileux, certains mettent des valeurs résiduelles très mauvaises, mais le marché est en train de changer. En première monte, la gamme est famélique, vous avez très peu de modèles, donc composer une car policy avec que du GPL et de l'E85, c'est compliqué, mais comme certains acceptent aujourd'hui de transformer les véhicules, c'est pas si mal. L'empreinte CO2, en point d'interrogation, et elle émet toujours du CO2. Hybride rechargeable, vous avez cette fiscalité avantageuse. Elle est adaptée pour des véhicules statutaires et des gens qui roulent assez peu à l'année. Son bilan CO2 est assez contesté puisque finalement, on peut rouler très bien ou très mal. C'est économique uniquement si c'est bien utilisé et ça nécessite d'être rechargé tous les jours. Et si le véhicule n'est pas utilisé tous les jours, alors vous pouvez mettre tous les feux au rouge, sauf la fiscalité. Véhicule électrique, c'est aujourd'hui le véhicule qui sort avec un TCO le plus compétitif. On va se le dire en face, il est chargé comme un coureur du Tour de France en termes de dopage fiscal. Il a des avantages aujourd'hui qui ne dureront probablement pas, mais ils sont présents le temps d'installer le véhicule comme une alternative compétitive. Et au fur et à mesure que d'ailleurs le véhicule devient de plus en plus compétitif du fait du jeu de la concurrence, eh bien, on constate que petit à petit, le régulateur, les députés retirent, le gouvernement, les subventions et notamment les bonus. Il est mieux disant en termes de CO2, et là, je parle en analyse du cycle de vie, on en reparlera juste après. C'est la priorité des constructeurs avec toutes les normes qui ont été mises en place et les amendes comme les normes café, et finalement, ça les contraint à sortir une gamme avec des plans produits qui font qu'aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, vous avez plusieurs centaines de modèles qui sont annoncés. Est-ce qu'il est adapté à tous les usages ? Pas encore tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir la décence de reconnaître que ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, vous devez jouer avec une palette. Vous ne pourrez pas tout faire à date avec des véhicules électriques. Mais le plus important de tout, c'est que ce véhicule électrique amène des contraintes. Ce n'est plus le couteau suisse qu'on avait. Et donc, ça nécessite d'avoir un chantier de conduite du changement. Et la transition énergétique de vos flottes d'entreprise, ce n'est pas juste changer la voiture dans la grille des voitures qu'on distribue aux collaborateurs, c'est un projet de conduite du changement. On a accompagné, nous, maintenant, quasiment 30 entreprises sur le sujet. Et finalement, à chaque fois, on constate que c'est d'abord un sujet qu'on mène avec les RH pour réfléchir à la politique d'éligibilité, travailler la communication avec les équipes de com interne, travailler avec les équipes achats pour faire le sourcing des fournisseurs qui vont bien, adapter la charte conducteur dans l'entreprise pour expliquer comment on va travailler avec un véhicule électrique, comment on va rembourser le collaborateur de l'électricité à son domicile. Vous avez des tonnes de questions qui émergent avec l'arrivée de ce chantier. Et finalement, la vraie difficulté du véhicule électrique, c'est cette conduite du changement avant les caractéristiques du véhicule. Un point de détail, certains travaillent avec un seul constructeur automobile. C'est peu fréquent, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que derrière, vous avez besoin justement aujourd'hui d'avoir une approche presque opportuniste. C'est-à-dire que c'est le premier qui dégaine et quel véhicule qui colle à votre besoin que vous allez sourcer le temps que. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir opérer ensuite une bascule et revenir à vos amours premières si besoin était. Mais vous ne pouvez pas indéfiniment attendre que tel constructeur sorte ce type de véhicule. Quelques mots sur le véhicule électrique. Alors, on a juste, Philippe, sur le timing, il est 10h37. Il nous reste 20 minutes. Voilà. Et puis, gardez quand même un petit temps de questions-réponses aussi avec les... J'accélère, tu as raison. Merci. Merci. Le véhicule électrique, il y a beaucoup de littérature. On a cherché des études parce qu'on entendait tout et n'importe quoi. On a bien aimé le rapport de l'ECF où, dans un même groupe de travail, on fait travailler des gens qui ne devraient pas s'entendre, des fabricants de batteries, un constructeur automobile et des associations de lutte pour le climat. Et ces gens co-signent un rapport et disent
la contribution en France d'une citadine ou d'une berline électrique, c'est 2 à 3 fois moins que celle d'un véhicule thermique. Ensuite, on va entendre régulièrement « Ah bah si c'est pour recharger ma voiture au charbon, merci pour la planète ». Bon, bah, très bien, on est allé chercher une étude qui parte en analyse du cycle de vie aujourd'hui et qui nous dit « ça donne quoi ?» En 2020, Transport et Environnement fait cette analyse sur toute l'Europe et nous dit la Pologne qui fait que de l'électricité au charbon, entre un diesel, une essence ou un véhicule électrique, c'est moins 9% de faire rouler son véhicule avec de l'énergie produite au charbon. Donc là, à nouveau, une image d'Épinal qui part à la poubelle. Le sujet de l'autonomie, ça, c'est un vrai sujet. On a pris toutes les mesures du site de Renault pour sa Zoé, 50 kg, et on a regardé les stats. Ça permet de visuellement comprendre très rapidement que quand on vous annonce 447 km d'autonomie sur une Zoé, oui, à 50 à l'heure. Sauf que quand vous voulez avoir une mobilité maximum, il y a 2 critères qui vont jouer majeurs. La vitesse, et là on passe à 193 km/h pour la Zoé, à 20 degrés. Sauf que les conditions climatiques jouent aussi sur une batterie. Et donc derrière, 193 km chute à 140 km par moins 15. Bon, moins 15, par les temps qui courent, ça va être de moins en moins fréquent, et à part pour des montagnards, mais finalement, ce n'est pas forcément le sujet le plus important. Mais 193 km, je vous rappelle, si vous travaillez 200 jours par an, c'est 38 000 bornes. Donc quand j'entends « oui, mais ça ne colle pas par rapport à notre métier », 38 000 km, on a beaucoup de gens qui roulent moins de 30 000 km par an dans les flottes d'entreprise. Et les gens qui roulent beaucoup chez vous, est-ce qu'ils roulent en Clio ou plutôt en Mégane? Mais si on met une Mégane, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une Mégane électrique quand elle sortira, ou en attendant un véhicule de catégorie équivalente à une compacte plutôt qu'une citadine? Et la gamme des véhicules s'étoffe. Quand vous regardez aujourd'hui les autonomies qui sont annoncées, alors attention, ça fait toujours rêver, mais autonomie réelle en autoroute, quand vous êtes à presque 300 km sur les berlines aujourd'hui, on ouvre des perspectives sur un roulage annuel aujourd'hui important. C'est-à-dire que 300 bornes fois 200 jours, c'est 60 000 km par an. Combien de collaborateurs font 60 000 bornes? Sachant que vous avez mis en place du télétravail, qu'on a réalisé qu'avant, on disait qu'il fallait voir tous les clients tous les jours à chaque fois. On réalise qu'on peut peut-être aller les voir une fois sur 2 et faire de la visio. La manière de faire du commerce et la crise du Covid nous a prouvé qu'il y avait des choses qui pouvaient bouger. Et finalement, on a une tendance qu'on observe chez nos clients, c'est que le roulage annuel moyen est en train de réduire petit à petit. Moins de rendez-vous, mais des rendez-vous plus qualitatifs. Mais si je roule moins souvent, peut-être que j'ai besoin de moins d'autonomie aussi sur mes voitures. Alors, quand on va électrifier, vous avez besoin de trouver, c'est une équation, attention, elle n'est pas du tout mathématique, mais c'est combien de véhicules sont disponibles sur le marché avec une autonomie suffisante, quel est le coût de ces véhicules, combien de pics d'usage, c'est-à-dire combien de fois je vais devoir dépasser l'autonomie complète de ma voiture et changer mes habitudes pour recharger pendant mon trajet, et puis où est-ce que j'ai la capacité de recharger dans ma population de collaborateurs à la maison. Ça vous donne un potentiel d'électrification de votre parc. On a parlé tout à l'heure de la bonne ou de la mauvaise utilisation. Voilà les loyers qu'on va retrouver sur un diesel, essence, hybride rechargeable, et puis on est allé chercher une Skoda Enyaq pour voir ce que ça donnait. Et donc derrière, c'est vrai que les loyers d'un véhicule, vous voyez qu'entre un hybride à 584 € par mois avec l'entretien ou 477, c'est beaucoup plus cher. Sauf que le coût de l'énergie, s'il est bien utilisé, vous amène à avoir une fiscalité plus douce et donc un coût quasi équivalent entre l'essence et l'hybride rechargeable. Mais là, on est sur 30 000 bornes par an. Si vous roulez moins, donc un véhicule statutaire de direction par exemple, 20 000 km, forcément l'équation va devenir très positive pour le 3008. En revanche, si vous le rechargez très peu, eh bien, le bilan du carburant à lui tout seul va venir plomber l'équation et en faire le véhicule le plus onéreux. Alors, bandit, usage standard ou boy scout, ça, seuls vos collaborateurs vous le diront. Mais est-ce que vous prendrez le risque de choisir ce véhicule qui a une variabilité aussi importante? Véhicule électrique, beaucoup plus onéreux, mais coût de l'énergie inférieur. Attention, là aussi, on entend beaucoup de bêtises sur le coût de l'électricité, c'est presque gratuit. Non, c'est 2 à 3 fois moins cher. Pour le moment, le coût de l'énergie, on a vu, pourrait exploser sur l'électricité, comme il explose d'ailleurs en ce moment sur le prix du litre de carburant. Quels sont les leviers d'action sur lesquels vous pouvez agir? Eh bien, vous avez pas mal de choses à votre main. D'abord, quitter les logiques monofournisseurs pour essayer d'ouvrir, comme je le disais de manière opportuniste, l'accès à de nouvelles gammes. Pour réduire les émissions de CO2, vous pouvez regarder quand est-ce qu'il est opportun de passer sur des véhicules électriques,
accompagner vos collaborateurs en prenant en charge la pose des bornes au domicile, parce que finalement, dans un cas, si j'ai une carte totale et puis que je peux aller facilement faire le plein n'importe quand, c'est super, mais si je vais visiter un client lundi matin et que j'ai un véhicule de fonction, il faut bien que je charge mon véhicule parce que je vais l'utiliser pendant le week-end, dimanche soir, pour aller chez mon client. C'est mon compteur électrique sur lequel on va taper. Et comment je recharge mon véhicule en assez peu de temps pour être dispo avec une autonomie nécessaire pour aller travailler lundi matin. Donc, mon domicile doit être équipé. Et comment on va me rembourser sur mon abonnement EDF de l'électricité que j'ai mis dans ma voiture pour aller bosser lundi matin. Et donc, il y a aussi des chantiers qui peuvent exister sur tout ce qui va être travail sur le route planning quand on a des métiers de livraison, de tournée. Animation de la politique éco-conduite, on voit et on constate que ce soit en électrique ou que ce soit en véhicule thermique, c'est un moyen de réduire en améliorant l'utilisation des collaborateurs qui jouent sur 20% du coût de détention. Le fait d'avoir une éco-conduite réduit l'empreinte carbone, mais aussi diminue la sinistralité, ce qui a un impact RSE important. Et puis, travailler sur les moyens de déplacement alternatifs dans les zones urbaines. Et on voit des entreprises qui commencent à proposer des vélos de fonction, des vélos cargo, des vélos pour déposer ses enfants le matin à l'école, des scooters électriques. Donc, il existe des alternatives aux tout-voitures avec de la mobilité. C'est intéressant de voir d'ailleurs que l'offre des loueurs longue durée se développe de plus en plus pour vous proposer la palette qui répondra demain à tous les usages et qui permettrait de sortir pour les loueurs du seul périmètre de la flotte auto pour s'intéresser au périmètre de tous les collaborateurs de vos entreprises. Sur le VP, limiter la prise en charge du carburant pour les collaborateurs souhaitant les PHEV. Ben, très bien, tu veux un hybride rechargeable, pour être certain que tu joues le jeu, je rembourse un maximum de temps par mois en essence et le reste, c'est de ta poche. Donc, si le collaborateur ne joue pas le jeu, eh bien, il va en être de sa poche et ça, c'est un levier. En revanche, la mise en place de la chose est très complexe et nécessite potentiellement de mettre en place de la télématique, sujet que les RH aiment beaucoup parce que c'est un joli barbelé sur lequel on s'accroche facilement. Proposer du multi-énergie selon les possibilités et la disponibilité. Réduire les émissions de CO2 en accompagnant les collaborateurs, donc en prenant en charge la borne, favoriser le choix le plus vertueux et le plus économique pour les VP, le véhicule électrique. On a certaines entreprises avec lesquelles on travaille qui ont décidé que les collaborateurs qui se portaient volontaires pour passer en électrique commandaient tout de suite leur voiture et que leur véhicule actuel était recasé dans le parc et redistribué à des collaborateurs qui n'y allaient pas au moment de renouveler leur véhicule. C'est des mesures un peu fortes, mais c'est des mesures ostentatoires en interne qui permettent de renvoyer des messages. Alternatives financières aux véhicules statutaires, on en a parlé largement ensemble, et puis des chantiers autour des plans de mobilité pour favoriser le report modal qu'on peut avoir à mettre en place dans les grandes agglomérations. Évidemment, si vous êtes implanté au milieu de la Bretagne, ce n'est pas les mêmes sujets. Moi, j'ai un site en province, il y a 20 à 30 minutes de voiture pour tous mes collaborateurs dans des endroits où il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est une problématique d'hyperurbain. Philippe, j'ai une question sur une problématique qu'il pourrait y avoir sur les assurances quand on passe sur des vélos qu'on offre aux collaborateurs. Oui. Oui, apparemment, donc Florence, j'ai eu cette discussion la semaine dernière avec des sociétés avec lesquelles je travaille, le PDME, et nous avons des vélos, par exemple, qui peuvent être utilisés par tous les salariés pour faire du domicile-travail, et aussi, idéalement, pour faire des déplacements, on est en région parisienne, pour faire des déplacements sur Paris, mais il semblerait, alors je n'ai pas vérifié, mais il semblerait qu'il y a un problème d'assurance, d'assurance sur effectivement les déplacements professionnels à vélo. Alors, je ne suis pas expert en assurance, mais pour moi aujourd'hui, les assureurs peuvent couvrir ce risque. La question, c'est est-ce que vous l'avez couvert? C'est plus ça l'interrogation que je peux avoir. Le collaborateur qui fait son trajet bureau-travail, il a un accident, ça passe en accident du travail. Il est assuré, si c'est son propre vélo, sur son assurance responsabilité civile. À partir du moment où il a un véhicule motorisé comme une trottinette électrique, il est censé avoir pris une assurance aussi. En revanche, si le bien est mis à disposition par l'entreprise, je pense que légitimement, c'est vous qui avez la responsabilité de l'assurance du bien et donc du collaborateur qui est dessus. Oui, donc alors du coup, peut-être que ce n'était pas problème le bon terme, mais en tout cas, de s'assurer effectivement que ce type de déplacement à vélo est bien couvert par notre assurance. Oui. Voilà. Tout à fait, oui. Vous avez une responsabilité puisque le bien est mis à disposition par l'entreprise pour un usage professionnel, le trajet domicile-bureau étant considéré comme un trajet pro. Oui,
Absolument. C'est bon? Oui. Merci Philippe. On a quasiment terminé, c'est le dernier slide. J'ai accéléré sur tes bons conseils, comme ça on aura le temps de se poser des questions. Donc finalement, les problématiques de la recharge pour le véhicule électrique, hein, c'est la plus grosse problématique dans l'équation du véhicule électrique. C'est identifier les véhicules qui stationnent potentiellement le soir et qui reviennent sur une base arrière, parce que ça c'est idéal pour les électrifier. Donc on le recharge plutôt la nuit. Le véhicule qui charge la nuit, il a un impact important s'il est rechargé par le collaborateur sur sa facture d'électricité. Donc là, on a besoin de concevoir un mécanisme de remboursement. Il existe de multiples manières de faire, par forfait, par une borne intelligente et un remboursement par l'opérateur. Bref, on a beaucoup de solutions. Les collaborateurs qui n'ont pas de place de stationnement attitrée, donc je n'ai pas de parking dans ma résidence, comment je recharge? Eh bien, c'est de voir s'il existe la possibilité d'installer un point de charge à proximité de chez eux. Certaines entreprises vont avoir la possibilité potentiellement de dire on va regarder pour financer une borne alternativement ailleurs. Le fourgon, toujours compliqué, puisque ce fourgon qui va servir pour les besoins de l'entreprise, il a une autonomie aujourd'hui qui est assez faible. Donc, un fourgon qui fait de la livraison toute France, ce n'est même pas la peine de songer à le mettre en électrique pour le moment. En revanche, des fourgons qui rayonnent autour d'une zone de livraison, par exemple, eh bien, eux, ça peut être intéressant, sauf que si on vide le fourgon dans une journée et qu'on a besoin de faire plusieurs tournées, la question qui se pose, c'est comment je le charge avec de la charge rapide. DC, c'est le courant continu, hein, et donc, finalement, c'est le seul moyen de recharger un véhicule assez rapidement. Est-ce qu'on y aura accès et à quel tarif? L'autonomie progresse très rapidement. Vous voyez que la Zoé est passée en standard de 40 à 50 kg. Il y a des progrès qui sont faits chaque année sur l'autonomie des véhicules. Mais on voit aussi certains véhicules qui sortent avec des autonomies très restreintes et ça progressera au fil du temps quand les gens réaliseront que finalement, est-ce que je mets 20 000 € de plus pour avoir la plus grosse batterie qui me permet d'avoir un couteau suisse qui me permet de gérer tous mes besoins de mobilité au fil de l'année, ou je mets 20 000 € de moins, j'achète la petite autonomie qui me sert tous les jours de l'année et 2 fois par an avec l'écart, je me paye le billet de train dont j'ai besoin. L'équation économique, le couteau suisse qui fait tout, il est beaucoup plus cher. Et finalement, on commence à avoir des solutions. Regardez Dacia Spring, regardez Nouvelle Twingo, autonomie annoncée toute petite, sauf que toute petite, elle répond aux besoins de mobilité du quotidien des collaborateurs qui vont travailler à 20 bornes de chez eux et qui reviennent le soir. 40 km dans la journée, si j'ai 100, 150 bornes d'autonomie sur ma voiture, ça suffit largement pour aller travailler tous les jours, acheter mon pain, faire 3 courses, et donc en deuxième véhicule ou en véhicule utilisé en combinaison des autres moyens de transport public, et bien finalement, économiquement, ça peut être beaucoup plus intéressant. En conclusion, la transition énergétique, ce n'est pas un bing-bang. J'aime bien l'image qu'ont les Anglais, hein, ils disent qu'il faut prendre les fruits en bas de l'arbre. On prend en premier les fruits les plus mûrs et les plus faciles à attraper. Et donc, dans vos entreprises, la bonne approche, c'est d'abord d'avoir identifié ce que j'appelle les poissons pilotes. Vous avez des gens qui sont volontaires, qui ont envie, qui s'engagent à titre perso sur le changement climatique. Utilisez-les comme vos courroies de transmission. J'ai parlé du fait que le véhicule électrique, c'était une conduite du changement avant tout. Eh bien, cette conduite du changement, vous pourrez faire toutes les communications internes que vous voulez. Aucune d'elles n'aura autant d'impact que la discussion autour de la machine à café entre 2 commerciaux, un qui a basculé et l'autre pas, qui va venir questionner son père en lui disant « Mais alors, comment tu fais ?» Parce que si j'ai quelqu'un qui fait le même boulot que moi et qui me raconte comment ça se passe, alors il est crédible. Et on l'a constaté, nous, avec des chauffeurs-livreurs qui ont été utilisés par une grande enseigne parisienne qui fait de la livraison en CHR, en café, hôtel, restaurant, et qui derrière a mis 6 véhicules utilitaires en électrique et ils ont écouté leurs collaborateurs en parler. Ils ne voulaient absolument pas revenir en thermique. Donc, la communication, il faut le temps qu'elle infuse. Donc, il faut trouver les poissons pilotes, il faut leur fournir les véhicules et les délais peuvent être un peu longs. Et puis derrière, il faut qu'ils aient roulé 6-8 mois, il faut qu'ils aient roulé en hiver quand il fait froid pour voir si ça marche bien, il faut qu'ils aient fait des tournées l'été quand il fait chaud, de manière à pouvoir expliquer comment ça va se passer. Et quand vous avez une convention nationale et qu'il y a un responsable RSE qui a une petite tribune, n'hésitez pas à faire monter 3 minutes le chauffeur-livreur qui a choisi le véhicule électrique ou le collaborateur commercial pour qu'il vienne passer quelques minutes devant toute la salle pour faire un retour d'expérience. Vous aurez un retour sur investissement 100 fois supérieur à toutes vos coms internes.
Le véhicule de service, finalement, collaborateur qui est en habitat individuel, c'est super intéressant. Le véhicule de service qui revient sur la base arrière, c'est super intéressant aussi, puisque dans les deux cas, on peut mettre des bornes assez facilement. Le collaborateur qui a un véhicule de service qui vient 2-3 demi-journées par semaine au bureau, on pourrait le recharger. Donc, s'il a un roulage faible, ça peut se faire. Et puis, les utilitaires avec des pics d'usage inférieurs à 100 km, on peut aussi les mettre en habitat individuel. Donc, vous avez déjà dans vos flottes, en identifiant ces typologies de véhicules, normalement, les 10% que vous devez atteindre en 2022-2023, ils sont très faciles à atteindre. Cherchez vos poissons pilotes, lancez vos projets, faites-vous accompagner, et je pense que ça, c'est un des points importants aussi, c'est que ça touche à tellement de sujets qu'il faut toucher tous les départements quasiment de l'entreprise pour réussir à embarquer tout le monde. Sur ce véhicule électrique et sur cette transition énergétique, c'est vrai que nous, quand on fait des missions, on impose quasiment à nos clients d'assister à une conférence sur le sujet pour que tout le monde commence à ramer dans la même direction. J'ai levé quelques-unes des objections qu'on entend sur le véhicule électrique, mais on les entend encore tous les jours. Et finalement, vous devez polariser votre entreprise d'abord dans une direction qui soit la même. Et une fois que tout le monde est polarisé, au moment où vous déployez, on a même eu une entreprise qui nous a demandé de refaire en format webinar la conférence sur l'heure du déjeuner pour que tous les collaborateurs du groupe puissent venir suivre ce qu'on racontait sur ce fameux véhicule électrique qui n'a pas toutes les vertus, mais qui en regroupe un certain nombre aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini. Il nous reste quelques minutes. Je prends toutes les questions que vous auriez maintenant. Je peux déborder un peu si besoin était. J'ai une question, Frédéric Moulin, Best Drive. Oui. J'ai une question par rapport à l'utilisation du compteur privé pour recharger le véhicule. Oui. Il y a des solutions qui existent sur le marché avec des opérateurs. Est-ce qu'il y a des solutions très simples à mettre en place? Je pense surtout aux véhicules PHEV qui n'ont pas besoin d'avoir, de toute façon, il n'y a pas de gros chargeur embarqué, donc ce n'est pas la peine de mettre des bornes de 20 kW. Une prise standard suffit largement. Est-ce qu'il y a des solutions très simples pour pouvoir justifier des kilowattheures consommés et pouvoir se faire rembourser? Oui, alors il existe des solutions très simples. La première des solutions, c'est un forfait où on dit, voilà, tu as 40 km d'autonomie sur ta voiture en électrique tous les jours, donc tu travailles 200 jours par an, je te rembourse l'équivalent donc de 19 kW fois 8000 km fois 17 centimes. Deuxièmement, vous avez la possibilité de dire à votre collaborateur, tu fais poser un compteur MID, c'est un petit compteur, comme le compteur AO, il va tourner et il va regarder combien de kilowatts passent par cette prise. Alors, ça permet d'avoir un index. Est-ce que vous avez branché la voiture ou la tondeuse à gazon? Ça, je ne sais pas. Et donc là, ça pose une inconnue. Et donc, le dernier moyen de savoir, c'est d'avoir aussi mis en place de la télématique. Parce que le seul moyen d'être, même pas sûr, mais d'avoir quelque chose de fiable, c'est de mettre une borne intelligente. Alors, je vous rassure, l'intelligence d'une borne, c'est qu'on a mis une puce GSM et un lecteur RFID, et que tout ça est connecté à la prise. Donc, en gros, ça fait un relevé de compteur au moment où ça démarre. Ça envoie l'info vers le serveur en disant c'est tel badge qui a démarré, le compteur il était à temps, et puis quand vous arrêtez la prise, derrière ça arrête et ça renvoie sur le serveur en disant il y a eu temps. Et donc l'écart entre les deux relevés, c'est le nombre de kilowatts prélevés avec ce badge. Est-ce que derrière le badge, c'était la Tesla de monsieur ou de madame ou la deuxième voiture du ménage électrique, la Twingo électrique du ménage? J'ai peut-être rechargé votre Twingo électrique au lieu de recharger votre Tesla et vice-versa. Donc ça, je n'ai pas moyen. Aujourd'hui, les bornes ne détectent pas ce qui est au bout du câble. Après, le coût... Enfin, moi, je suis utilisateur d'un PHEV, donc je découvre. Je découvre et je la recharge. On n'a pas de système, on n'a pas encore décidé. Je suis le premier à avoir ça. Je vois bien combien je consomme en plus par rapport à ma consommation électrique. C'est marginal, en fait. Enfin, c'est marginal. On parle de 20 € par mois, quoi. Parce l'électricité 3 fois par semaine et pas plus, parce que je suis en télétravail le reste du temps. Enfin. Oui, non, mais la consommation électrique, elle n'est pas très élevée, mais en effet, si on veut que le grip prenne dans l'entreprise, on ne peut pas dire aux collaborateurs, vous faites le choix d'un PHEV, on va vous taper des sous en vous en payant une partie du roulage que vous faites sur votre compteur électrique. Donc, l'URSSAF n'est pas bien au clair, d'ailleurs. L'URSSAF vous dit le remboursement des kilowatts, de l'électricité au domicile du collaborateur, il n'y a pas d'avantage en nature. Donc ça, c'est super. Mais comment le calculer, en revanche, c'est très flou.
Donc, on pourrait dire, ben voilà, ton hybride, je te fais un forfait, et donc c'est 8000 km par an à 19 kW au 100. Donc, ça fait 80 x 19, on va arrondir, 2 x 8, 16, 1600 kW à 17 centimes, et je te rembourse tant par mois. En attendant, ça permet d'avoir quelque chose qui ne pénalise pas le collaborateur. Ouais, qui reste économique, parce qu'après, payer un forfait, enfin, une télématique ou de remonter une information quand on voit que ta recharge pour un PHEV, ça coûte moins de 2 €. Oui. C'est tout le problème, c'est que ce PHEV aujourd'hui, certains vont l'utiliser bien, et le seul moyen de se prémunir de ça, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment engagés. Mais quand vous êtes gestionnaire et que vous gérez un parc de 200, 500, 1000 voitures, vous ne pouvez pas connaître tous les collaborateurs, tous les nouveaux embauchés, ils vont jouer le jeu, ils ne vont pas jouer le jeu, et finalement, il y a une part d'interrogation qui est très forte et qui fait peser un risque sur l'entreprise. Ouais, c'est sûr. C'est le vrai sujet que j'ai aujourd'hui avec les PHEV, qui, à titre individuel, sont des véhicules mieux disants pour le CO2, mais pour l'entreprise, sont un facteur de risque. C'est sûr. OK, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je vous ai mitraillé pendant 1h30. Mais... Moi j'en ai une autre. Hein. Vas-y, Frédéric, vas-y. Vous avez parlé du gaz naturel. On a des problématiques, nous, qui sont des véhicules utilitaires qui sont très lourdement équipés. Oui. Et qui ont besoin d'être autonomes parce qu'on a besoin d'hydraulique et d'électricité pour faire tourner des compresseurs et des choses comme ça. L'accès aux ZFE va être un problème pour ces véhicules-là, mais je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce que la législation prévoit pour ces véhicules très spécifiques, dérogations et si Joker. C'est à quand? C'est vraiment un truc là, ça va être. On n'est plus dans les flottes d'entreprises, on est dans les matériels spécifiques, notamment ça peut être des matériels d'urgence. Aujourd'hui, les pompiers, la police, les fourrières sont parfois exclus aussi. Donc, c'est super particulier. Là, je pense qu'il faut vraiment creuser cet aspect spécifique. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on constate qu'un certain nombre de groupes, je pense notamment à Ford. Ford est en train de sortir un utilitaire électrique qui est assez intéressant, puisque derrière, il va permettre d'avoir un générateur qui permet de travailler sur la batterie du véhicule quand on arrive sur site pour bosser. Donc, les autonomies montent en puissance. C'est à regarder, et je pense que typiquement dans des entreprises qui ont beaucoup d'utilitaires comme ça, il n'y a qu'un seul moyen d'avancer, c'est de manière empirique d'en prendre un et de tester. Après, la charge utile est un problème. C'est que les véhicules utilitaires à batterie, oui, tout à fait. On a des équipements qui passent pas loin de 800 kg, plus quand tout combiné, ça devient très compliqué. D'accord. On est d'accord, et surtout que ce n'est pas des véhicules qui arrivent et qui font une intervention et qui restent plantés toute la journée à un endroit. C'est des véhicules qui vont d'une intervention à l'autre, si je me souviens. Et qui est compétent pour nous confirmer une exemption ou pas? À qui je m'adresse, en fait? Je pense que chaque ZFE va fonctionner séparément, puisqu'elles ont la particularité d'être au niveau local. Donc, je gratterai du côté de la mairie de Paris pour essayer de trouver le service compétent. Ou le Grand Paris, c'est eux qui sont compétents. Enfin, le Grand Paris, oui. C'est la métropole du Grand Paris qui est compétente, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions, interrogations? Christine, peut-être? Je voulais juste dire sur les exemptions ZFE, ça fait partie bien sûr des sujets sur lesquels Mobiliance travaille pour essayer d'obtenir un maximum de dérogations et permettre aux professionnels de l'automobile en particulier, dans nos métiers, de pouvoir continuer à travailler correctement, quoi. Une des questions qui n'est pas couverte par les ZFE aujourd'hui, mais c'est typiquement aujourd'hui, les artisans et tous les utilitaires qui ont besoin de se recharger ont des places en livraison. J'avais assisté à une table ronde organisée par le feu CNPA, mais justement sur le fait que les professionnels aujourd'hui, où est-ce qu'ils se rechargent dans Paris? C'est bien d'imposer le tout électrique, mais on a une vraie interrogation sur comment sont accompagnés les professionnels avec des stations de recharge rapide qui leur soient dédiées pour continuer à venir bosser dans Paris, parce qu'au bout d'un moment, on pourrait avoir un exode aussi de certaines professions qui disent « bon, bah, très bien, je vais bosser ailleurs ». C'est un vrai sujet. Ok. Pas d'autres questions, du coup, pour Philippe?
C'est clair pour tout le monde? Parfait. Du coup, Philippe, je voudrais bien que tu me fasses suivre la présentation. Comme ça, je la mettrai sur le site du collectif avec le replay de l'atelier. Si tu en es d'accord aussi, je mettrai dans le compte rendu tes coordonnées. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, j'essayais de parler, mais ça ne marchait pas. Caroline Frappe, Frappe, groupe Courir. En fait, moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, on essaye sur le groupe de convaincre nos collaborateurs de passer sur de l'électrique pur. Sauf qu'en fait, alors nous, nos collaborateurs ont le droit d'utiliser leur véhicule tout le temps, même à titre privé. Et en fait, voilà, on a le souci d'arriver à les convaincre quand ils partent en vacances. En fait, tout simplement, ils nous disent on fait entre 1000 et 1500 km pour rejoindre notre destination de vacances. Il est hors de question qu'on s'arrête 3-4 fois, même si c'est un quart d'heure pour la recharge. Pour eux, c'est inconcevable. Comment les convaincre? Alors, la question est très très bonne. Ça revient à l'alpha et l'oméga. Je vous disais tout à l'heure que le véhicule électrique n'est pas l'alpha et l'oméga. Il est une solution parmi plusieurs. Il est la moins mauvaise d'un point de vue CO2, mais il ne répond pas à tous les besoins. Donc, si on ne veut pas changer ses usages, de toute façon, on ne basculera pas en électrique tout de suite. Pour autant, sur ce véhicule électrique, ce qu'on constate, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'appréhensions et de choses qui sont un peu fausses. Quand vous faites 1000 bornes, ce qui m'arrive 2 fois l'an, avec 3 enfants, j'ai 2 heures de pause sur mon trajet pour faire mes 1000 bornes. Donc, que je fasse ma pause sur une aire où il y a une borne de recharge ou pas, de toute façon, il y a du temps de pause. Donc, d'abord, ça, c'est un premier élément. Ensuite, la deuxième question, c'est quel type de véhicule ont vos collaborateurs? S'ils roulent aujourd'hui en Clio et que vous leur mettez des Zoé, c'est sûr que là, j'entendais, je lisais un témoignage il y a 2 jours qui m'a fait bondir avec un type qui racontait qu'il avait fait un Paris-Lyon avec une 208, que c'était une catastrophe et machin. Au-delà de 2 heures, un trajet, on le fait en train globalement. Donc, en dehors des trajets de vacances, il y a une question autour de la mobilité qui se pose. Est-ce que j'ai utilisé le bon outil pour ma mobilité? Et donc, le sujet de la transition énergétique de la flotte automobile, c'est le sujet de la transition énergétique de la mobilité de l'entreprise. Et il y a un certain nombre d'entreprises où on n'a pas de problème à dire que le collaborateur a pris dans sa bagnole et il a fait 500 bornes. De la même manière, quand je fais un audit et que je trouve des entreprises avec des collaborateurs qui roulent 60 000 bornes par an, je ne suis pas là pour travailler leur business model, mais 60 000 bornes par an, ça veut dire que vous passez 4h30 par jour minimum dans votre voiture. Vous êtes payé 4h30 par jour pour rouler. Parce que c'est normal de faire travailler quelqu'un à mi-temps pour faire des kilomètres. Il y a peut-être un problème de sectorisation, d'organisation. Qui se déplacent de magasin en magasin. Alors, j'ai des très très gros rouleurs. Oui, mais vous avez, je serais très intéressé à faire un audit chez vous, mais 2-3 pistes comme ça de réflexion Sauf erreur de ma part, la grande distribution a l'obligation de déployer progressivement sur tous les parkings devant vos magasins des places électriques et des places handicapées. Donc, aujourd'hui, la population qui techniquement serait la plus compatible avec un véhicule électrique, c'est celle des commerciaux qui travaillent justement en GMS. Parce que je vais d'un endroit où il y a une borne à un endroit où il y a une borne. Alors, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Mais on me fait toujours la réflexion, oui, mais quand je pars en vacances, comment je fais? Alors, quand vous partez en vacances, vous allez, chère madame, chercher vos poissons pilotes. Parce que sur les N commerciaux qu'il y a dans votre équipe, il y en a un qui, lui, va dire je vais le faire, moi j'ai envie. Et celui-là, vous allez regarder, vous allez travailler avec lui. Vous allez vous faire la main, vous allez choisir l'opérateur de la recharge au domicile, vous allez choisir le véhicule qui va coller en termes de budget et de besoins pour que demain, il n'ait pas un véhicule qui nécessite de se recharger tous les demi-heures et qui permette de faire 2 fois l'an le trajet qui va bien. Vous seriez surpris, mais derrière, les commerciaux, ils roulent en quoi aujourd'hui, vos commerciaux? Majoritairement sur du 3000 ou 3008 ou 5008. Au hasard. Bon, on arrive aujourd'hui à faire rentrer, selon les roulages, mais on arrive à faire rentrer des Tesla Model 3. Oui, c'est pas trop péjoratif. Après, il y a une histoire de marque qui aujourd'hui a eu un positionnement premium. Mais dites-vous que si on arrive à faire rentrer une Tesla Model 3, on arrivera à faire rentrer une Hyundai Ioniq 5 dans le même budget.
Et là, il n'y aura plus le côté ostentatoire, c'est une Hyundai, mais elle a quand même 500 bornes d'autonomie, donc 300 bornes annoncées. Donc, ça veut dire que quand vous partez en vacances sur 1000 km, 1000 km, c'est l'Espagne ou alors c'est l'île Marseille, et en tournant beaucoup sur la périphérie de Marseille. Les trajets de vacances, c'est souvent 1500, 2000 bornes faits pendant l'été, mais en plusieurs fois. Donc, à regarder, mais vous avez aujourd'hui, c'est le slide que je présentais tout à l'heure avec quelques modèles qui commencent à avoir des grandes autonomies, un Skoda Enyaq. Vous avez des modèles aujourd'hui qui peuvent se positionner, ils sont beaucoup plus chers à l'achat et en loyer, mais comme je le disais, ils sont tellement dopés fiscalement et ils ont un coût de carburant qui est tellement inférieur que l'équation sur des gros rouleurs, elle est hyper positive au point que vous pouvez financer la bande du collaborateur dans le budget. On a des TCO, là, on accompagne nous, un grand groupe de l'agroalimentaire français qui nous a confié la gestion de son parc il y a quelques mois. On a retravaillé toute la carpo, ils ont mis des véhicules électriques dans tous les niveaux de la car policy et derrière, ils financent l'installation de la borne au domicile de tous les collaborateurs parce que l'équation économique, c'est des rouleurs, il n'y a aucun problème pour financer la borne, ils gagnent encore de l'argent par rapport au thermique. D'accord. Donc, je vous disais, c'est un chantier pluridisciplinaire. Là, j'anime moi des formations de transition énergétique et c'est vrai que je commence par présenter un camembert en montrant tous les services de l'entreprise qui sont touchés. Ça touche quasiment tout le monde. Donc, c'est un chantier qui prend des mois et qu'il faut séquencer dans le bon sens pour pouvoir s'assurer que derrière, on va aller chercher l'adhésion des collaborateurs. Et vous vous souvenez, le véhicule électrique, j'ai mis en rouge conduite du changement. C'est tellement, c'est le vrai morceau. Et le Français n'aime pas le changement. Le Français n'aime pas le changement. Ils sont difficiles chez nous. Oui, mais la population des commerciaux est la plus résistante parce que derrière, c'est eux qui sont, avec le CODIR, les deux seules populations qui ont un véhicule de fonction quasiment garanti, quoi. C'est ça. Et donc, ça fait partie des acquis sociaux. Et puis, on est en France. Alors, vous imaginez le cumul des deux, mais justement, en tenir compte, c'est des projets qui sont intéressants parce qu'on rentre au cœur de l'entreprise, de la sensibilité de l'entreprise et des collaborateurs et des RH. Le fait d'avoir un groupe de travail sur le sujet où vous allez chercher votre poisson pilote, mais aussi un responsable commercial, un directeur commercial dans le projet, sont des gens qui vont petit à petit, au fur et à mesure qu'ils avancent sur le projet, réaliser qu'il y a des choses positives. Et donc, ils vont à la fin être dans la courroie de transmission. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'émulation qui se crée dans l'entreprise petit à petit. Il faut faire la lumière sur le sujet et puis une fois que la lumière est faite, on peut commencer à travailler le sujet en interne. Super. Merci Philippe. Je suis désolé, je vais devoir couper un peu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Philippe. Il pourra vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier. La semaine prochaine, on a un atelier sur la gestion des biodéchets. Et ensuite, le 1er mars, on a un atelier aussi sur le e-commerce durable. Et donc, le 8 mars, la deuxième partie de cet atelier sur la gestion des moyens de livraison en zone urbaine et notamment dans les ZFE. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée, Benjamin. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.